Tic-tac, tic-tac, l'halving du Bitcoin est en approche. Est-ce que on va partir à la baisse avec un sell the news que beaucoup attendent ou est-ce qu'on a déjà assez baissé et c'est peut-être le moment de commencer à repartir tranquillement? C'est ce qu'on verra dans cette nouvelle vidéo de revue de presse dans laquelle on traitera de quelques actualités. On verra aussi le sentiment du marché. On fera aussi un bon petit point sur la macro. Il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Et on finira comme toujours sur le graphique et ensuite sur les deux articles de la semaine, les deux sagesses de la semaine. Avant de commencer la vidéo, pense bien à mettre ton petit like et à t'abonner. Ça ferait super plaisir et ça aiderait beaucoup au développement de cette chaîne. Allez, on commence directement avec le halving qui arrive dans 83 blocs dans 12 heures et 10 minutes. Ça sera le 20 avril dans la nuit entre le 19 et le 20, donc ce soir dans la nuit. On peut voir que voilà, le prix de Bitcoin est à 64 640. On a un petit rebond actuellement, on le verra sur le graphique juste après. Mais en tout cas, le halving est là. Et donc la prochaine revue de presse sera avec une récompense des mineurs à 3,125 Bitcoin par bloc au lieu de 6,25. Le fonds d'investissement on-chain Build de BlackRock attire de plus en plus de liquidités. On peut voir qu'il y a 294 millions de dollars, donc c'est une belle évolution depuis son lancement vers le 20 mars. C'est une super nouvelle pour tout ce qui va être tokenisation. L'RWA pourrait potentiellement en profiter, affaire à suivre. On garde bien entendu ce narratif sous les yeux. Également, je vais vous montrer une petite landscape des Layer 2 sur Bitcoin. Si vous avez vu hier, j'ai présenté un airdrop sur Bob, qui est donc du coup un L2 en EVM sur Bitcoin, mais aussi quelques concurrents, donc Merlin Chain qui va sortir son token aujourd'hui, Core qui a déjà un token, Citria qui n'a pas encore token, notamment Stacks qui est un des plus connus, Babylon qui est aussi très intéressant, qui a aussi pas mal de partenariats et qui est plus dans du restacking. Sovereign qui est un projet qui est là depuis quelques temps, qui fait de la DeFi sur Bitcoin. J'avais eu la chance de pouvoir investir en pre-sale en 2021 et on peut voir qu'ils sont toujours là en train de build. Donc voilà, vous avez une petite landscape. Je vous mets ça directement dans la description si vous voulez voir la suite du trade qui parle un petit peu de tout ça. Et avec aussi un rapport, une analyse plus complète sur cet écosystème. Par rapport aux ETF, on peut voir que cette semaine a été très calme. Il y a beaucoup de liquidités sont sorties des ETF. On peut voir que lundi, il y a pratiquement eu 0 dollars qui sont rentrés dans les ETF. On peut voir qu'ils ont eu 1,5 million de net inflow, donc d'argent qui sont rentrés dans les ETF. Mardi, il y a eu moins 194 millions, moins 58 millions mercredi et moins 147 millions hier. On verra lundi ce qu'il en est pour aujourd'hui. Mais là, on peut voir quand même qu'on a eu une semaine assez rouge sur les ETF. Bitcoin avec moins 230 millions de dollars qui sont sortis des ETF. Par rapport au sentiment, on peut voir que 0x Enas a posé une petite question en demandant directement à sa communauté quel était le drawdown de leur portefeuille depuis les plus hauts. Donc le drawdown, ça va être la perte latente qu'il y a actuellement. On peut voir que 7,8% des gens qui ont répondu à ce sondage ont moins de 10% de pertes, 20,7% qui ont entre 10 et 25% de pertes, 32,3% qui ont entre 25 et 50% de pertes et 39,3% qui ont plus de 50% de pertes. Donc on peut voir que le marché a fait saigner beaucoup les gens, que ça a créé énormément certainement de panique. On peut voir qu'il y a eu 10 000 votes lors de ce sondage. Donc ce sont des données assez intéressantes pour voir dans quelle position se trouvent les gens. Et là, on peut clairement voir que la majorité sont vraiment en perte. Par rapport à Global Trend, on peut voir que Bitcoin s'est quand même calmé depuis ses dernières hausses en mai. On peut voir voilà, que ça a bien baissé. Là, on est en train de stabiliser. Est-ce qu'on est prêt à repartir également sur le sentiment, sur les recherches? Est-ce que les gens s'inquiètent par rapport au fait de vouloir acheter? Est-ce qu'il y a eu pas mal de recherches du fait forcément que ça a baissé? C'est aussi ça qu'il faut se poser comme question. C'est pas une science exacte. Il peut y avoir également beaucoup d'intérêt sur Bitcoin parce que le prix baisse et que les gens paniquent. Par rapport à la crypto, on peut voir que c'est pareil. On est vraiment encore en baisse. Le sentiment est en train de se réguler petit à petit. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ethereum aussi. Là, on peut voir qu'il a bien baissé. Pratiquement personne ne s'intéresse à Ethereum aujourd'hui. Et ça pourrait être intéressant de voir par la suite si l'intérêt sur Ethereum va prendre un peu plus d'ampleur avec notamment une potentielle annonce d'ETF. Nous verrons ça dans les semaines qui suivent. Et pour finir, pour Crypto Bull Run, donc c'est un nouveau mot-clé que j'ai testé et on peut voir que c'est assez significatif. Il y avait une très grosse hausse par rapport à ces termes de recherche et on peut voir que ça a bien baissé. Par rapport au Fear and Greed, vous voyez, je vous disais que ça me paraissait encore trop haut. On avait environ 80 sur l'extreme grid et je vous disais, voilà, moi j'aimerais bien que pour qu'on puisse repartir de manière saine, il faudrait qu'on ait une baisse sur le Fear and Greed. Et là, regardez, hier, on a eu 57 sur le Fear and Greed, donc c'est déjà quelque chose de très encourageant. On est à 66 aujourd'hui. Et on peut voir que là, regardez, on a eu le petit drop dont je vous parlais.
où je vous disais que par exemple par rapport à décembre 2020, on avait eu un drop proche des 40. Et donc là, voilà, on a un premier drop en dessous des 70. Donc pourquoi pas continuer à faire un petit peu peur à la masse, à descendre un petit peu sur le Fear and Greed, donc faire peur, descendre le sentiment avant de potentiellement repartir. Du côté des liquidations, on peut voir qu'il y a un petit peu de liquidité à aller chercher au nord, mais il y en a aussi quelques-unes à aller chercher au sud, proche des 61 000 $. Donc avec la hausse qu'on vient de voir aujourd'hui, potentiellement revenir chercher. Donc on est toujours dans ce range, à voir ce qu'il en est en 3 jours. Et donc là, en vrai, on ne peut pas vraiment savoir quelle direction est la plus favorable pour Bitcoin, car vous pouvez voir qu'il y a pratiquement autant de liquidité au nord qu'au sud, mais avec potentiellement plus de liquidité à aller chercher, notamment proche des 59 000. Et quand on continue à dézoomer, on peut voir quand même qu'il y a beaucoup de liquidité qui s'accumule également au nord. Donc sur un plus long terme, on peut voir que ça serait quand même intéressant de venir squeeze tout ça, donc de venir liquider tous ces gens qui sont en train de short le marché. Donc c'est quand même aussi une affaire à suivre. On va dézoomer encore un peu. Donc là, à mon style, ça paraît beaucoup plus clair, beaucoup plus net, qu'il y a beaucoup plus de liquidités qui sont au-dessus. On peut voir qu'il y a plus de 3 milliards de dollars qui sont stockés au-dessus des 71 000 $. Sur le court terme, peut-être on peut encore continuer à range, mais sur le long terme, il y a clairement une poche de liquidité à venir chercher ici. Et pour finir, sur le 3 mois, on peut voir qu'il y a toujours cette zone aux 50 000 qui comporte beaucoup de liquidité. Ce serait même intéressant de s'amuser à les compter, mais je pense qu'il y a quand même plus de quelques dizaines de milliards de dollars qui sont bloqués autour des 50 000 $. Et on peut voir également que pas mal de liquidités sont en train de se bloquer aux alentours des 70 000, entre 70 000 et les 74 000. Donc pourquoi pas aussi également aller chercher un max de liquidité au sud avant d'aller chercher celles qui sont au nord. Ça serait pas déconnant, mais voilà, il y a des liquidités au nord, des liquidités au sud. Ça crée vraiment de l'incertitude en fait pour les investisseurs, pour se projeter. Et c'est le but du marché. Si le marché était sûr, tout le monde serait gagnant, tout le monde serait riche aujourd'hui et ça n'aurait aucun sens. Donc le but du marché, c'est de créer le plus d'incertitude possible et c'est ce qu'il est en train de faire. Par rapport au funding rate, on va regarder sur les 6 derniers mois et comparer un petit peu les zones qui nous montrent qu'il peut y avoir potentiellement une surchauffe sur le marché et un ralentissement. Donc si on regarde bien, de octobre à décembre, on a commencé à monter en ligne droite en priceant l'ETF. Et on a commencé à chauffer un petit peu aux alentours de l'ETF. C'était un petit peu le premier sell the news qu'on attendait. Et là, on peut voir quand même que voilà, ça a corrigé proche de l'ETF. Mais après l'ETF, on peut voir voilà, que tout était au vert pour repartir. Et c'est ce que le marché a fait. Le marché est reparti, n'a pas attendu. Et après, on peut voir qu'en février, fin février, on a commencé à rechauffer sur le marché. Et là, le marché a commencé à chauffer vraiment. Et en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler l'all-saison que tout le monde attendait. C'était une mini all-saison qu'on a eu ici, qui a duré entre du coup fin février et mi-mars. Environ 15 jours, 21 jours, donc 2 semaines, 3 semaines. Et là, on peut voir que depuis le 14 mars, le marché s'est calmé. Il y avait quand même quelques signaux très intéressants à voir, avec notamment Larry Fink qui chill Bitcoin aux heures de grande écoute. Et depuis, voilà, le marché s'est quand même assez calmé. On a eu une belle remontée sur le marché. Et puis là, voilà, on se recalme également. Actuellement, il y a beaucoup plus de shorts, on l'a vu précédemment, que de longs. Donc le marché pourrait très bien être prêt à repartir à la hausse. Mais également, le marché peut être plus irrationnel que nous. On peut rester solvable. Donc il faut aussi prendre ça en compte. C'est pas parce qu'on voit du vert ou du orange qu'on va se dire, allez, orange, vite il faut vendre, vert, vite il faut acheter. Ça ne fonctionne pas comme ça, le marché n'est pas aussi simple. Et c'est vraiment l'accumulation d'indicateurs qui va nous permettre de pouvoir avoir une vision plus complète. Allez, on passe maintenant sur le côté macroéconomique. On peut voir voilà, que maintenant à 81%, le marché price le fait qu'il n'y aura pas de baisse des taux en juin, donc pas de baisse des taux début mai, donc le 1er mai, et pas de baisse des taux pour le 12 juin également. Il commence aussi à ne pas pricer de baisse des taux pour le 31 juillet à 54%. Donc pour l'instant, voilà, pas de baisse des taux avant potentiellement septembre, 18 septembre. Mais ça, comme je vous dis à chaque fois, il faudra attendre un petit peu pour avoir plus de visibilité. Alors au niveau des licenciements aux États-Unis, on peut voir que le premier trimestre 2024 a compté beaucoup plus de licenciements que le Q4, que le Q3 et que le Q2 de 2023. Donc on pourrait potentiellement commencer à avoir une hausse du chômage qui se présente sur les graphiques. On va observer ça avec vraiment beaucoup d'attention car, comme je vous disais, si le chômage augmente, on va se rapprocher d'une potentielle récession qui poussera la Fed à baisser les taux d'intérêt. Mais pour l'instant, on est encore assez bas sur le chômage, donc RAS, mais on regarde ça avec attention. Également, je vous disais que Powell devait parler cette semaine et il a clairement dit que les datas actuelles sur l'inflation ne sont pas assez bonnes, ils n'ont pas encore assez confiance
pour retrouver le niveau des 2% d'inflation qu'ils visent. Et donc ils pensent que ça pourrait prendre plus de temps que prévu pour arriver à ces 2%, ce qui pourrait repousser la baisse des taux beaucoup plus loin dans l'année. Et notamment certaines personnes qui pensent que ça pourrait même arriver d'ici 2025. Donc pas de baisse des taux en 2024. C'est quelque chose qui est possible. Moi je vous disais très bien que tant que le chômage est bas, tant que l'inflation n'est pas contrôlée, alors il n'y aura pas de baisse des taux. Ils vont trouver tous les moyens possibles et imaginables pour sauver les banques en cas de faillite. Comme je vous ai montré plusieurs fois sur les graphiques, le quantitative tightening de la Fed a vraiment été annulé par la liquidité qui est rentrée, notamment depuis mars 2023 avec cette crise bancaire que nous avons eue. Donc c'est clairement le TGA et le ERP qui ont apporté beaucoup de liquidité. Donc là on peut voir, ça c'est tout l'apport de liquidité qui est rentré grâce au TGA et au ERP. Et ça c'est toute la liquidité qui est sortie grâce au quantitative tightening. On voit clairement qu'on a enlevé moins d'argent du système qu'on en a ajouté. Donc c'est également pour ça que les marchés ont repris de la couleur depuis l'année dernière. Et quand je vous disais par rapport aux banques, regardez le nombre d'emprunts que les banques ont fait, les banques commerciales, depuis du coup cette crise que nous avons eue l'année dernière au mois de mars. Donc on peut voir que les banques ont eu une grosse rentrée d'argent grâce à ces emprunts, mais qu'ils n'arrivent pas forcément à les rembourser parce qu'on peut voir que la dette des banques est toujours beaucoup plus grosse que ce qu'elle était avant cette crise bancaire. Lorsque ces prêts arriveront à échéance, qu'est-ce qui va se passer sur le marché? Est-ce qu'on pourra avoir une crise bancaire version 2? C'est une possibilité, donc il faudra aussi prêter attention à ça, mais je pense qu'on en a encore au moins jusqu'à peut-être mars de l'année prochaine, peut-être un peu avant, peut-être que ça va se déclencher un petit peu avant. Il faudra bien sûr porter un œil attentif à ça. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici dans cette revue de presse. Également, pour voir qu'on a un très beau graphique qui représente vraiment le marché et dans ses excès. Donc plus il va s'éloigner de cette moyenne également ici, plus il va avoir tendance à y revenir. Et on peut voir très bien qu'à chaque fois qu'il s'est trop éloigné, il a tendance à y revenir et à passer dessous. Donc voilà, ça c'était vraiment les crises financières. Donc 1929, 1970, 1999. À chaque fois, il y a eu des hausses des stock market juste avant. Est-ce qu'on peut continuer encore à monter avant d'avoir un gros crash? Je pense que oui, mais ça va arriver tôt ou tard, donc il faut quand même se méfier. Il va falloir savoir à un moment donné prendre profit. Pour l'instant, il y a encore de la liquidité qui peut rentrer sur les marchés. Donc personnellement, je ne m'inquiète pas. Je suis encore full invested dans le marché. Et d'ailleurs, je vous dirai le jour où je vends tout, où j'essaye de me protéger d'une potentielle crise, si j'arrive notamment à la repérer, car de plus en plus, il est dur de détecter justement ces niveaux-là. Les datas sont parfois truquées par la Fed. Donc, clairement, on va rentrer dans une période où les stock markets peuvent continuer à augmenter, mais tout va devenir irrationnel, notamment si on a encore de l'impression monétaire. Peruvian Bull nous fait le rappel qu'il y a vraiment un paradoxe avec la dette, car plus la Fed va augmenter les taux d'intérêt, plus les intérêts de la dette nationale va augmenter. Donc du coup, le trésor américain va devenir de plus en plus insolvable. Étant donné que l'État ne peut faire faillite, la seule solution va être que la Fed va reprendre l'impression monétaire grâce au quantitative easing. Donc clairement, c'est l'histoire qui va se répéter again and again. Il n'y a pas de moyen de sortir de cette spirale infernale qu'est la dette, hormis bien entendu en faisant faillite, mais c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Bon, je ne veux pas non plus vous faire peur. Pour le moment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais c'est quand même important de prendre conscience qu'on n'est pas dans un marché économique qui est vraiment très certain. On a beaucoup d'incertitudes qui vont se présenter au fur et à mesure du temps et il faut savoir composer avec. L'avantage de la crypto, c'est que ça nous permet vraiment de comprendre un peu mieux comment l'économie globale fonctionne. C'est pour ça que c'est un domaine qui est vraiment très intéressant, qui nous permet vraiment de nous cultiver par rapport à beaucoup de sujets et beaucoup de domaines. Allez, on passe maintenant sur les graphiques avec le SP500 et on peut voir que l'indice américain des 500 plus grosses entreprises est en baisse depuis le 1er avril. On peut voir clairement que là, on commence à stabiliser. Il pourrait très bien y avoir une baisse qui continue à venir chercher les 0,38,2 avant peut-être de repartir. Pour l'instant, il n'y a rien à S. On peut également voir qu'ici, on a une épaule avec une tête et une épaule. Et en général, quand on casse ici, on a tendance à venir retester. On n'a toujours pas retesté. Mais ça pourrait potentiellement nous amener beaucoup plus haut. Car c'est vraiment une figure qui est bullish. À voir comment ça va se décanter. Mais il faut prendre en compte que ce genre d'actif, ça se regarde vraiment sur le long terme. Là, on est en weekly. Ça met du temps à bouger. C'est beaucoup moins rapide que la crypto. Donc, à surveiller. On est actuellement dans une phase où les taxes américaines doivent être payées, donc il y a de la liquidité qui sort du marché, mais une fois que cette période sera passée,
potentiellement avec la Fed qui continue à envoyer de l'argent grâce à plusieurs outils financiers qu'ils ont mis en place, permettrait potentiellement de voir un SP500 qui monte beaucoup plus haut. Et donc si le SP500 monte, forcément Bitcoin aurait tendance à remonter. Donc on peut voir ici les dessins que je vous ai fait lundi. Concrètement, mais pour l'instant, en fait, il n'y a rien à dire de plus, car on est toujours au même endroit. Je vous disais, voilà. Il me semble que lundi, on était par ici, et je vous disais qu'il y a moyen qu'on revienne chercher ici pour venir stagner avant peut-être de venir recasser. Pourquoi pas venir aussi rechercher ici. Là, je vous ai fait vraiment quelque chose de schématique, c'est pas vraiment précis, mais c'est l'idée, c'est que vraiment, on va venir stagner. Il y a vraiment déjà ce support à revenir récupérer. Donc, c'est là, sachant qu'ici, on a une ligne de tendance, on pourrait aussi être rejeté encore une fois avant de revenir chercher plus bas pour essayer de revenir plus haut, etc. ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive soit casser la TH ou alors qu'on vienne casser ici pour aller chercher potentiellement plus bas. Par rapport à Ethereum également, on est toujours dans cette configuration. Donc là, on est bloqué entre cette résistance et ce support. Donc tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen de passer au-dessus, il faut voir quand même que le point bas du range a été réintégré. On l'avait cassé rapidement, mais ça a été réintégré pour l'instant. Est-ce que on peut venir le recasser? C'est possible aussi. Tout dépendra également de ce que fait BTC. Aujourd'hui, on va pas voir beaucoup d'altcoins, mais on va voir aussi quand même le total du marché. Là, on peut vraiment comparer des choses assez vraiment similaires. Regardez. Donc là, c'est là où on est actuellement, donc dans ce petit carré vert. On peut voir ici l'ATH sur la capitalisation boursière totale de la crypto. Et si on dézoome un petit peu, on peut voir la capitalisation boursière en 2018 et le break de cette ATH qui avait été précédé ici par un petit peu de ralentissement pendant quelques semaines. Donc on est potentiellement sur des choses assez identiques. On a un peu plus de volatilité, mais bon, c'est comme ça, le marché, il change, le marché est assez différent. Et on pourrait très bien aussi avoir un mix entre ici et ici. Donc, affaire à suivre, mais moi personnellement, je pense qu'on est plutôt ici avant de venir casser. Et une fois qu'on aura vraiment cassé la TH sur le total market cap de la crypto, alors on aura potentiellement un ralentissement qui arrivera par ici, mais ça, on le verra dans le futur. Je serai un petit peu en boule de cristal. Et rien n'est sûr. Vous savez très bien, ce n'est pas un conseil en investissement, mais voilà, on essaye de prédire un petit peu le marché comme on peut. Seul le marché nous pourra nous dire si on a raison ou si on a tort. Si on passe au total market cap, mais là, si on enlève BTC et Ethereum, on peut voir que, regardez, on a ici ce rebond qu'on a noté là, avec une consolidation ici avant de le casser. Et également ici, ce rebond là avant de le casser. On avait, regardé, retracé également ici. Donc, on est aussi dans un scénario assez identique. Potentiellement, on pourrait ensuite le casser et venir chercher la TH comme on avait fait ici avant de ralentir, et ça concorderait un peu avec ce que je vous ai dit précédemment. Par rapport à la dominance sur Bitcoin, on peut voir qu'on est à 55%. On avait une belle trendline baissière qui vient d'être cassée, qui datait quand même depuis 2017. On l'avait déjà touché 3 fois. Donc pour l'instant, elle a été cassée. Est-ce que c'est un fake out? Est-ce qu'on ira chercher plus haut par rapport à Bitcoin? Est-ce que donc du coup les liquidités vont plus rentrer dans Bitcoin que sur les altcoins? Mais on a aussi un biseau ascendant qui en général, quand ça casse, ça a tendance à casser vers le sud et on pourrait potentiellement revenir chercher les 40%. Et ça, c'est évident que lors du bull run, lorsque les altcoins prendront également une grosse hype, alors les liquidités rentreront beaucoup moins dans Bitcoin. Et c'est là où le marché surperformera le plus Bitcoin. Mais pour l'instant, on pourrait très bien encore continuer à faire ça. Et donc, Bitcoin ferait saigner beaucoup d'altcoins. Ensuite, on va faire un petit exercice. Regardez-moi ça. On va essayer de voir où est-ce qu'on est sur le cycle. Donc ça, c'est le Wall Street Cheat Sheet. C'est donc une courbe qui représente un petit peu les émotions du marché au fur et à mesure du déroulement d'un cycle. Donc là, on peut voir très bien ici qu'on pourrait très bien représenter ça comme l'euphorie ici qui est ici. On pourrait dire que la complacency est ici. Mais cette fois-ci, au lieu d'être plus basse, elle a été plus haute. C'est aussi comme ça que le marché va venir piéger les investisseurs. Donc là, on a eu de l'anxiété qui s'est créée à partir d'ici. Le déni potentiellement ici, en se disant, ok, c'est en train de repartir. On est dans le déni, on n'est pas dans le même market. Et après, voilà, on a la panique. Et la capitulation qui arrive par ici. Avant de rentrer dans une forme de anger et donc de colère. Et d'avoir la dépression qui est aussi dure pendant un certain temps. Après, on a une faible, regardez, une faible ici récupération. Et vu que les gens sont en dépression, ils n'ont pas vraiment les émotions pour ça.
pour se rendre compte en fait qu'on est en train de commencer à remonter avant de repartir un peu plus rapidement comme on peut le voir ici. Hop. Et donc après on peut voir qu'on a aussi un pic haussier qu'on pourrait représenter également ici avec une petite baisse qui serait le disbelief potentiellement, ou alors on pourrait très bien avoir déjà eu ce disbelief soit ici et être sur le côté de l'espoir que le marché pourra repartir. Je pense qu'on est entre les deux. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous pensez qu'on se trouve sur ce cycle d'émotion. Donc si on est là, ça voudrait dire qu'on a encore tout ce chemin à faire pour aller plus haut avant le prochain bear market. Donc actuellement, je pense qu'on est dans un marché toujours cyclique. Il n'y a pas de nouvelles choses qui se passent. C'est toujours pareil. Donc tout simplement, on patiente. Comme je vous disais il y a 2 semaines, on patiente, on patiente, on patiente. On a le temps, on n'est pas pressé. Le meilleur reste à venir. Ça va monter tranquillement, potentiellement sur les prochains mois, avant de connaître la grosse euphorie, le bull run qui est clairement ça. Le bull run, c'est ça. Bon, le schéma commence à devenir illisible, mais je pense que vous avez suivi et vous avez compris. Donc, la phase de bull run, elle est ici. Et c'est cette phase-là qu'on va attendre avec impatience parce que c'est là où on va faire le plus de profit. Mais c'est maintenant qu'il faut aussi se positionner sur les altcoins, dont certains dont je vous ai montré lundi. À vous de faire vos propres recherches. N'hésitez pas à poser un commentaire les altcoins que vous voulez que je regarde. On pourra regarder quelques altcoins, voir si les points d'entrée sont intéressants. Voilà où est-ce que je pense qu'on en est sur le cycle. À vous également de faire cet exercice, de se familiariser avec ça. Et ça vous permettra de potentiellement réussir votre bull run comme il se doit. Allez, on passe maintenant au premier article que je vais vous présenter. Donc, il nous vient de Good Alexander et c'est un article sur l'IA, un article sur Bitcoin et c'est un peu quelque chose qui est plus philosophique. Donc voilà, c'est pas très long non plus, ça prend environ 5-10 minutes à lire. Donc, je vous mets ça directement dans la description. Ça vous permettra d'avoir une conscience philosophique qui se développe et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir des vraies valeurs, comprendre aussi ce qui est intéressant par rapport au marché, par rapport à l'IA. Donc voilà, tout ça c'est dans la description. Et en second, voilà, vous avez une analyse assez complète qui est un peu longue, mais vraiment assez facile à lire sur Ethena. Ethena qui est un projet de stablecoin qui est notamment soutenu par Arthur Hayes. Vous savez que j'aime beaucoup Arthur Hayes, c'est un gars qui est très intéressant à lire. Donc voilà, ça je vous le mets aussi dans la description. Ça c'est pour vos connaissances, ça me fait plaisir. Prenez le temps, essayez de comprendre et c'est comme ça que vous allez vraiment mieux comprendre ce marché et développer des compétences qui sont vraiment indispensables pour make it dans la crypto. On va finir tranquillement avec les 2 sagesses du jour. Donc clairement, il va falloir apprendre que la crypto, c'est un marché qui est très volatile. Donc si tu restes assez longtemps dans la crypto, tu vas apprendre à justement aimer ce genre de chaos qu'on vit actuellement, que c'est vraiment la seule moyen de survie, c'est vraiment d'y résister, c'est ne pas paniquer, comprendre ce que ces moments-là veulent nous apprendre à la fois sur nous, sur nos émotions, mais à la fois également sur les points d'entrée qu'on pourrait avoir sur le marché qui pourraient nous permettre de faire plus de bénéfices. Et enfin, la dernière chose, quelque chose qui est vraiment trivial, c'est vraiment évident, mais Alan Watts disait que le vrai secret de la vie, c'est de ne pas avoir à se dire qu'on est en train de travailler, mais qu'on est en train de jouer. Là, on est vraiment sur un jeu, c'est vraiment la passion qui dicte nos actions par rapport à notre travail, et c'est comme ça qu'on s'épanouit, c'est comme ça qu'on est beaucoup plus heureux. Donc, gardez ça en tête. Prenez l'investissement crypto comme un jeu et en général vous serez le plus heureux et vous allez aussi avoir des super résultats parce que quand on aime quelque chose, c'est à ce moment-là qu'on apprend le mieux par rapport à ça. Donc voilà, la revue de presse est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve lundi et je vous dis bon week-end et à la prochaine. Ciao ciao.